Le livre, c'est la seule vraie liberté. S'il y a bien une preuve dans tout ce monde, c'est que dès qu'il y a une dictature, la première chose qu'on fait, c'est supprimer les bouquins. Donc, la seule vraie et unique liberté, c'est de pouvoir accéder à la lecture. Maintenant, on se prive soi-même de liberté, on s'ostracise soi-même lorsqu'on refuse de lire ou lorsqu'on n'a pas eu les moyens ou les clés pour avoir envie de lire. Et aujourd'hui, la tentation d'un smartphone, moi le premier, la tentation d'un smartphone ou de tous les écrans qu'on peut avoir autour de nous, fait qu'avant de prendre un bouquin, ça devient compliqué. Alors, la réponse qui est la bonne, puisque c'est celle qui correspond à la réalité. À la tienne. Voilà, la mienne, ma réalité. C'est la bonne grosse dépression de la quarantaine. Ah ouais. Où on envoie tout en l'air, où on rentre dans une dépression qui est vraiment profonde. Celle dont on sort soit avec de la vodka, soit on ne sort pas avec de la vodka. Et il y a une autre option qui est celle de sortir avec l'écriture. Alors l'écriture, ça apporte quoi? Ça permet de s'isoler sur un temps qui est assez long, parce que sur un poème, on peut reprendre un poème pendant des heures et des heures, mais construire une histoire, un thriller, que ce soit, ou une histoire d'amour, quel que soit le thème, dès lors qu'on doit écrire pendant plusieurs pages, plusieurs semaines, plusieurs mois, ça oblige à bloquer votre cerveau sur un thème particulier et donc plus à vous apitoyer sur vous-même finalement. Donc voilà, j'ai écrit un premier roman qui n'était absolument pas digne d'aucune publication en 2010, mais qui m'a du coup donné le goût à l'écriture. Et puis j'ai surtout senti un retour, parce que même si c'était pas un super roman dans la présentation, dans le côté forme plus que le fond, j'ai vu le plaisir que ça avait suscité chez les gens qui l'avaient lu. Alors les proches, bien sûr, alors peut-être qu'ils étaient cochetons et que c'était la famille et qu'ils avaient envie de me dire « Ah super, génial !» Mais je crois qu'il aurait été malhonnête, et c'est pas ce qu'une famille fait, en m'encourageant, en disant « Voilà, il y a quelques écueils, il y a quelques points à améliorer évidemment, mais si tu veux te donner la peine, prendre un peu le temps, il y a quelque chose. » Il y a du potentiel. Voilà, c'est un petit peu les termes qu'ils ont utilisés. Alors bon, j'étais content, fier à la fois, et puis en même temps se dire, alors, mais ça veut dire quoi avoir du potentiel? Donc, réfléchir, construire une idée, construire tout un scénario, et puis amener les lecteurs sur un chemin qu'il n'a pas forcément choisi. Amener des nouvelles idées à la sortie, quelque part, comme je l'ai dit, tu ne peux pas réinventer la roue. Donc, je me suis imposé deux challenges personnellement. Donc, je m'impose un challenge qui est le challenge technique, et puis après, il y a un autre qui est le challenge, entre guillemets, philosophique ou de réflexion. Parce que finalement, un thriller, bon, tu as des mécanismes de montée dramaturgique, et puis de rush, et puis le twist final. Enfin, tous les thrillers sont montés plus ou moins de la même manière. Tu peux avoir plusieurs twists, tu peux avoir plein de... Mais à la fin, ça revient toujours à ce système-là. Donc, comment innover tout en essayant de maintenir cette technique? Alors, pour Charade, par exemple, j'ai commencé avec une analyse. C'est-à-dire, j'ai fait un flashback littéraire, ce qui est très difficile pour un thriller, c'est-à-dire que tu démarres avec le chapitre où tu connais la fin. Tu fais ça pour les polars, très souvent. Columbo, c'est le principe même. Tu sais qui est l'assassin, et ce qui va être intéressant, c'est de voir comment, au cours de l'enquête, quels sont les indices et ce qu'il va pouvoir recueillir qui vont lui permettre de confondre l'assassin. Pour un thriller, du coup, comment tu fais monter le suspense alors que tu connais la fin? C'est beaucoup plus difficile. Donc ça, c'était mon challenge technique dans Charade. Dans Cyanure, alors là, on a imaginé un challenge qui est une innovation, puisque c'est quelque chose qui n'a jamais été fait jusqu'aujourd'hui. Alors on attend l'infirmation, parce qu'on a essayé de lancer pas mal de pistes, mais pour l'instant absolument personne n'a infirmé le propos qui est le suivant, c'est vraiment une première mondiale. Et la première mondiale, elle consiste à dire quoi? Que pour la première fois dans un livre, le lecteur est acteur du dénouement. Ah ouais, c'est très intéressant ça. C'est interactif, carrément.
Voilà. Comment tu fais? Et ben voilà, il faut lire Cyanure. Ah, la bonne promo qui vient de... T'as vu? Malin, hein? Ah, Clac, comment je déguisé. ça marche super bien. Mais en même temps, c'est ce qui rend l'ouvrage particulièrement intéressant. Il y a ce côté-là. Mais ça ne serait pas intéressant s'il n'y a pas le second challenge. Donc on va revenir sur Charade. Charade, la réflexion, c'est sur un fait de société. Alors je ne vais pas le dévoiler là maintenant pour ceux qui ne l'ont pas lu parce que c'est dans l'épilogue. Ouais. Non, là c'est dans l'épilogue et c'est une fois que tu as lu l'épilogue, tu te dis ah bah oui maintenant que je sais ça, si je le relis, je vais comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Cyanure, la question elle est différente puisque là je le dis dès le prologue que la réflexion est sur le jugement. Donc qu'est-ce que juger veut dire? Qui sommes-nous pour juger? Avons-nous tous les éléments pour être capable de juger? Et puis, c'est un petit peu jetez-moi la première pierre pour ceux qui ont le droit de juger. Est-ce qu'on a la capacité à juger, sachant que de toute façon, on n'a ni les éléments, qu'on n'est pas Dieu, et pourtant, c'est quand même quelque chose qu'on fait tous les jours, tous autant que nous sommes. Donc, pour amener à cette réflexion-là, donc, on a construit une histoire qui fait que voilà, le lecteur va, sur le dénouement, devoir juger, mais être acteur de ce jugement. Malheureusement, tel que moi je l'ai vécu déjà, on ne donne pas le goût aux enfants de lire. C'est pas en leur imposant un truc indigeste. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais sur une année, on pourrait très bien imaginer 5, 6, 7 romans pour permettre aux enfants d'avoir envie de lire, passer un bon moment de lecture. Pour après peut-être se faire un classique, parce qu'on a pris le bouquin, c'est pas mal, et on s'est assis, on a pris le temps de lire. Peut-être que ça fonctionnerait beaucoup mieux que de s'envoyer 9. Parce que comment les gamins ils font aujourd'hui, hein, ils vont sur internet pour avoir le résumé, il faut surtout pas penser qu'ils s'envoient les 200 pages. L'histoire c'est de me dire, le véritable espoir que j'ai au fond de moi, c'est on a de plus en plus de gamins qui prennent plus de livres, parce que lorsqu'on les met en troisième avec des thèmes, des grands classiques qui sont pour des gamins, pour des ados, extrêmement compliqués à pénétrer, parce que quand on n'a plus l'habitude de lire, ou qu'on n'a jamais lu, démarrer avec même Voltaire, même Candide, qui est un texte très simple, ça reste quand même abrupt et difficile pour un ado. Mon secret espoir, c'est voilà, d'amener des lecteurs sur une histoire où là le vocabulaire va être beaucoup plus contemporain, beaucoup plus proche de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre et de lire même sur les SMS ou sur les pages qu'ils consultent sur leur smartphone, pour les amener à réfléchir et servir à un prof qui pourrait leur dire voilà, là on a toutes les clés pour réfléchir sur quelque chose, mais en partant de choses simples. Et si ce livre pouvait ramener 1, 2 ou 3 gamins à la lecture, je serais plus heureux, parce qu'en fait c'est vraiment génial. Pour écrire réellement, je mets un casque avec de la musique. Alors tout bêtement, parce que je me suis rendu compte, alors je mets toujours la même musique pendant l'écriture d'un roman. Ah oui, ça va être la même. Et tu choisis la musique en fonction de ton roman ou il y a un lien? Il y a un hasard qui se fait au début du roman où je vais tomber sur une musique qui me plaît, qui me motive, et après je vais la garder. Et je me suis rendu compte que mon style changeait en fonction de la musique. Ah oui. Alors c'est ça qui est drôle, c'est que jamais j'aurais pu imaginer ça. Tu l'as découvert Parce que je me suis rendu compte que j'écrivais pas de la même manière. Là je suis au 3e, enfin 4e roman, et je me suis rendu compte que mon style variait vraiment en fonction de la musique. D'accord. Et par exemple, tu peux nous donner un peu... L'exemple tout simple, Charade, on est né sur un style plus long, alors même si ça va assez vite, mais le style est quand même plus délicat, plus allongé, parce que j'écoutais Samuel Barber, l'Adagio, l'Agnus Dei, pardon. Donc on est dans du musique classique, très lente, avec un tempo vraiment très lent, et donc du coup mes phrases ont été plus lentes. Sur Cyanure, j'étais avec Clannad et Bono in a Lifetime, donc là on est dans du pop celt des années 80, donc avec une musique beaucoup plus aérienne, et Cyanure est beaucoup plus aérien dans le style. Ça donne le ton un petit peu à ta... oui, aux phrases, oui.
C'est très drôle. Ça, ça joue sur la syntaxe, sur la longueur des phrases, des choses comme ça. Oui, mais c'est totalement inconscient. Ouais, on s'en est rendu compte après quand on a relu avec ma femme, avec l'éditeur. On me l'aurait expliqué, j'aurais pas cru tant que je ne l'ai pas vécu. D'accord. Et donc là, sur celui que je suis en train d'écrire en ce moment, voilà, j'ai changé complètement d'univers et de nouveau. Là, on s'en est rendu compte dès les premiers chapitres. Ouais. Et c'est ça qui a vraiment été la clé, le détonateur par rapport à la musique. De se dire, mais c'est pas toi qui écris, c'est quelqu'un d'autre là. Les amis, si vous avez aimé cette interview, je vous encourage à foncer sur YouTube et à vous abonner à la chaîne de Y'a comme un air. Ce sont 3 personnes fort sympathiques qui m'ont accueilli dignement, donc faites-leur aussi chez vous un bon accueil. À bientôt.